Bonjour à tous et donc merci de m'avoir proposé de faire donc cette petite revue bibliographique très courte de ce qu'on m'a demandé de faire. Au lieu de faire 5 articles, je me suis focusée sur 5 sujets d'intérêt sur la nécrolyse épidermique en effet. J'ai ciblé vraiment sur le syndrome de Stevens-Johnson et de Lyell. Alors, est-ce que vous voyez mon passage de diapo? Oui, c'est bon. D'accord. Bon, à chaque fois, ça me coupe le zoom, mais voilà. Alors, les messages que j'ai souhaité développer aujourd'hui, donc 5 sujets d'intérêt. Premièrement, la notion très importante, comme vous l'a dit Émilie, de transfert des patients les plus graves vers les centres experts. Et je vais vous redire pourquoi c'est important. La problématique des traitements de phase aiguë. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il existe toujours une très grande hétérogénéité des pratiques. Il n'y a pas de consensus sur le traitement immunomodulateur ou pas à donner en phase aiguë. Et en fait, on confirme cette année encore qu'il n'y a pas d'impact sur la mortalité en phase aiguë des traitements immunomodulateurs. Troisième sujet d'intérêt, les soins de support. Nous avons fait un consensus européen sur ces soins de support, mais les pratiques, vous allez voir, sont extrêmement variables selon les centres et on a essayé tout de même de les homogénéiser. Un petit focus rapide sur l'atteinte oculaire et sur les liens entre nécrolyse épidermique et lupus. Alors, je passe sur le premier sujet qui est donc la notion de transfert des patients les plus graves en centre expert. Excusez-moi, mais c'est très petit et je vois très mal mes diapos. Donc, je vais en fait me mettre directement sur mon diaporama à moi, ce sera mieux pour vous le commenter. Alors, en pratique, la première étude donc là, qui est sortie cette année, qui a été publiée par une équipe singapourienne, qui s'est intéressée à la mortalité, aux bactériémies, au transfert en réanimation et à la durée d'hospitalisation des patients entre ceux qui étaient admis précocement dans les 4 premiers jours d'évolution et ceux qui étaient admis plus tardivement après 5 jours d'évolution de la maladie. Et vous voyez que, en fait, on observe clairement une diminution de la mortalité, des épisodes infectieux et des admissions en réanimation quand les patients ont été admis tôt dans les services. Donc, cette étude clairement plaide pour le transfert, enfin l'admission précoce des patients en hospitalisation de manière à instituer très rapidement la prise en charge. Deuxième étude qu'Émilie vous a déjà commentée, une étude que nous avons réalisée dans notre unité de recherche épidémiologique qui s'est intéressée aux facteurs associés à la mortalité dans la nécrolyse épidermique. Et le message principal de cette étude, c'est que la mortalité était réduite avec l'expérience des centres prenant en charge les patients et que, en gros, plus un centre a l'habitude de prendre en charge ses patients, plus la mortalité diminue. Et deuxième notion très intéressante aussi, c'est qu'il n'y a pas d'association entre le transfert intra-hospitalier et la survie. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas prendre de risques aux patients si on le transfère dans un centre. Il ne faut pas avoir peur d'une surmortalité ou de complications si on prend le temps de transférer les patients dans un centre expert. Alors, pour les traitements de phase aiguë, donc clairement, il existe une grande hétérogénéité des pratiques. Il n'y a pas de consensus, pas d'impact sur la mortalité en phase aiguë. Dans cet article rapporté récemment par une équipe nord-américaine, vous voyez qu'en pratique, les pratiques sont extrêmement variables en fonction de la surface décollée-décollable, en fonction de l'atteinte muqueuse. Et en pratique, vous voyez qu'en jaune, les corticoïdes, en vert, la cyclosporine, en bleu, les IGIV ou éventuellement associés aux corticoïdes
ou les soins de support en rose ou les anti-TNF en bleu, eh bien, vous voyez qu'en fait, chaque centre utilise de manière très variable ces traitements immunomodulateurs avec un coup un peu plus de corticoïdes ou un peu moins de corticoïdes selon qu'il y a ou non une atteinte oculaire, une surface plus ou moins décollée, etc. Donc, vous voyez cette étude qui rapporte vraiment la grande hétérogénéité des pratiques avec toujours les soins de support ici en rose qui sont tout de même largement utilisés. Alors, nous avons à l'échelle, donc ça c'est une étude qu'on a faite avec le groupe européen Toxitène. Nous sommes intéressés là aussi aux pratiques de traitement du LAIEL en Europe. Donc, nous avons réuni 212 patients sur la période 2015-2020 pour regarder quelles étaient les approches thérapeutiques utilisées par les différents sites du centre européen, du réseau européen Toxitène, donc une dizaine de centres. Et vous voyez que les traitements les plus utilisés sont les corticoïdes ou le soin de support uniquement. Les immunoglobulines intraveineuses sont un peu moins utilisées, la cyclosporine globalement assez peu, et en queue de peloton, nous avons les anticorps anti-TNF et le GCSF. Ce que nous avons montré dans cette étude, c'est que d'une part, les corticoïdes semblent associés à une surface maximale décollée un peu moins importante, alors que la cyclosporine semble associée à une évolutivité cutanée plus importante. Nous avons également montré dans cette étude que les patients sous corticoïdes ont tendance à s'infecter un peu moins que les autres patients. Et enfin, quand même, résultat le plus important de l'étude, c'est que vous voyez que la mortalité en phase aiguë à 6 semaines ne diffère pas selon les pratiques thérapeutiques. Donc, comparé aux soins de support uniquement, il n'y a pas de différence de mortalité en phase aiguë que l'on utilise ou non un traitement immunomodulateur. Alors, si on focus maintenant sur les soins de support, donc nous avons là aussi avec le groupe européen Toxitène établi des recommandations internationales de soins de support dans le syndrome de l'AIEL. Et donc, nous nous sommes tous mis d'accord avec deux tours de questions sur les principales les points principaux de prise en charge des patients en phase aiguë et nous avons ainsi proposé que tout le monde fasse pareil. Donc les mesures générales, le transfert dans une équipe appropriée, l'arrêt précoce du médicament, le chauffage de la chambre qui doit être optimisé, le contrôle de la douleur, la prévention du syndrome de stress post-traumatique, l'hydratation, la nutrition, la prophylaxie des infections, les soins locaux cutanés et muqueux. Vous voyez que dans ce tableau que nous avons joint à l'article, nous avons proposé ainsi que tout le monde se mette d'accord. Néanmoins, comme on a pu l'observer dans d'autres études, finalement, les patients étant pris en charge dans des unités très variables, eh bien, chacun utilise ces grands principes d'une manière un peu différente. Et nous, en France, on a fait une petite enquête de pratique sur la façon dont les soins de support sont faits dans les différentes unités qui prennent en charge les malades. Et vous savez que ces malades-là peuvent être pris en charge en dermatologie, en unité de soins intensifs ou en centre de brûlés. Et bien que tout le monde ait quand même les mêmes grands principes, eh bien, par exemple, en centre des deux brûlés, je ne vais pas détailler le graphe en dessous, mais en centre de brûlés, on utilise beaucoup plus souvent des tenues complètement stériles que dans les services de dermatologie ou dans les unités de réanimation médicale. Donc, les soins de support, les grands principes sont admis par tous. La réalisation est un peu différente selon les endroits où le patient est pris en charge, mais globalement, ce qu'il faut retenir tout de même, c'est que tout le monde se met d'accord sur le fait que ce sont des soins extrêmement lourds. Et dans cette enquête que l'on a publiée, la moyenne de réalisation des soins par jour était aux alentours de 1 heure, 2 heures, voire 3 heures pour les patients les plus lourds.
Alors, troisième thématique, les soins oculaires. Donc, cette année ont été publiés plusieurs articles sur l'atteinte oculaire du LAIEUL en phase aiguë et chronique. Et ce qu'on a proposé l'année dernière et qui a été du coup publié dans Orphanet, c'est une attitude consensuelle de prise en charge des soins locaux en phase aiguë, donc à l'échelle nationale, reprenant également une revue de la littérature sur le bénéfice-risque de chacune des composantes de ces soins locaux de la prise en charge oculaire en phase aiguë. Nous avons ainsi proposé une thérapeutique consensuelle commune en fonction des stades de gravité de l'atteinte oculaire en phase aiguë. Ainsi, ce qui est admis vraiment partout, c'est qui doit être fait, c'est l'utilisation de larmes artificielles sans conservateur, de pommades à la vitamine A. Les corticoïdes sont réservés à des situations inflammatoires très particulières et ne doivent pas être utilisés pendant longtemps, de même les antiseptiques. Et on insiste vraiment sur la réévaluation quotidienne des patients de manière à pouvoir détecter une aggravation secondaire qui pourra venir faire discuter au cas par cas une greffe de membrane amniotique dans les cas les plus graves et si les circonstances locales, notamment d'accès au bloc opératoire d'ophtalmologie, le permettent. Bien évidemment, ce sont des malades qui sont souvent difficiles à transporter et donc il peut être très difficile de réaliser des greffes de membrane amniotique en phase aiguë. Alors, cette étude publiée également cette année qui montre en fait sur 55 patients ayant reçu une greffe de membrane amniotique en phase aiguë, finalement, cette étude s'intéresse au suivi à long terme après la greffe de membrane amniotique. Et donc, vous voyez qu'après 2 ans et demi de suivi, eh bien, la greffe permet la conservation chez la plupart des patients d'une bonne acuité visuelle, puisque l'immense majorité des patients ont une bonne acuité visuelle, mais cette greffe de membrane amniotique n'a pas empêché d'autres complications ophtalmologiques en phase chronique, à savoir la dysfonction mébomienne et surtout également la sécheresse oculaire. Donc, il reste clairement à optimiser la prise en charge des séquelles chroniques oculaires du LAIEUL, qui sont moins graves certes que la baisse de l'acuité visuelle, mais qui impactent fortement la qualité de vie des patients. Alors, pour terminer, donc, un petit focus sur nécrolyse épidermique et lupus. Alors, c'est un sujet complexe. Très peu d'études avaient été publiées sur le sujet jusqu'à présent. Et donc, finalement, cette année, trois études se sont intéressées au sujet, dont une étude publiée par notre équipe, pour finalement montrer que il s'agit surtout de femmes, que le lupus peut être ou connu ou être un mode d'entrée dans la maladie, que les lésions peuvent être distinguées d'une nécrolyse épidermique classique par leur photodistribution, la discrétion de la teinte muqueuse et finalement une évolution assez favorable avec peu de séquelles, que l'histologie n'est pas discriminante. L'IFD, il ne faut pas trop compter dessus, elle est très souvent négative. Et là où la nosologie peut être très difficile, c'est qu'il peut y avoir un médicament qui déclenche la nécrolyse dans le cadre d'un lupus où il peut ne pas y en avoir, et je vais vous en redire un mot sur notre étude après, mais essayer de bien distinguer entre une nécrolyse épidermique associée à un lupus ou un vrai lupus LAIEUL, c'est très important en termes de prise en charge médicamenteuse pour savoir si on doit instituer ou non des corticoïdes. Et de toute façon, quand dans un LAIEUL, on n'a pas de médicament suspect, il faut absolument faire un bilan auto-immun afin de détecter une auto-immunité sous-jacente. Dans l'étude publiée à droite
par l'équipe italienne. Donc, ce sont 9 patients qui ont tous un Steven Johnson Lyell cutaneous lupus, donc un lupus cutané mimant un syndrome de Lyell. Vous voyez qu'il y en avait 2 avec médicaments suspects. Tous avaient les caractéristiques cliniques que je vous ai détaillées avec la photodistribution peu ou pas d'atteinte muqueuse. Les anticorps les plus souvent associés sont des anticorps anti-SSA. L'IFD n'était positif que dans 2 cas. 7 patients ont été traités par corticoïdes, 1 est décédé, mais aucun n'a fait ensuite de rechute importante de sa maladie. Et dans notre étude à nous, où nous avons donc rapporté 16 patients, attendez, excusez-moi. Oui, nous avons rapporté 16 patients. Nous avons chez 16 patients 10 patients qui avaient un médicament inducteur, 6 qui n'en avaient pas. Il s'agissait de femmes dans 15 cas. L'âge moyen était de 47 ans, sans distinction entre les patients qui avaient ou non un médicament inducteur. La plupart des patients présentaient, comme vous le voyez sur le tableau, une atteinte céphalique avec 81% de patients qui présentaient des lésions sur la tête et le cou. 6 patients ont reçu des corticoïdes, 3 dans le groupe avec médicaments inducteurs et 3 dans le groupe sans médicaments inducteurs. Donc à chaque fois, ça dépendait du cadre nosologique, de l'aspect clinique de la maladie et de l'évolution. Et vous voyez que 2 de nos 16 patients sont décédés, donc 13% de mortalité, ce qui correspond à la mortalité attendue dans un Lyell, sachant que la maladie était relativement grave avec une moyenne de 25% de surface décollée décollable. Voilà, donc je vous remercie. C'était un petit focus sur 5 points d'intérêt qui m'ont semblé importants dans la nécrolyse épidermique cette année, et je reste à l'écoute pour vos questions si vous en avez. Merci beaucoup pour ce topo très intéressant. Il n'y a pas de questions sur le chat, alors est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Moi j'aurais une question simple, hein, c'est qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on fait face à un Lyell. Moi j'ai toujours pas saisi. La question, par exemple, si je prends Montpellier, c'est qu'ils sont suivis très souvent dans les services de soins intensifs. Enfin, on les transfère en soins intensifs et que très souvent les réanimateurs nous demandent qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait des corticoïdes? Est-ce qu'on fait des immunoglobulines? Et je vous avoue que je suis toujours incapable de leur répondre. Et je vois qu'il n'y a toujours pas de consensus. Mais finalement, non, nous on fait rien. Nous on fait que des soins de support. Voilà. Donc en fait, juste pour vous redire l'histoire très rapidement de la cyclosporine, qui avait été notre espoir un temps. Il y avait eu un essai prospectif dans le service entre 2005 et 2010 qui avait inclus une petite trentaine de patients, tous jeunes et pas trop graves, qui avaient été traités par cyclosporine. On avait l'impression que ça pouvait réduire un peu la mortalité et que ça pouvait accélérer la cicatrisation. En pratique, nous avons fait une deuxième étude de beaucoup plus grande envergure qui a repris ensuite tous nos patients traités par cyclosporine entre 2005 et 2016 pour finalement montrer par une méthodologie solide avec des scores de propension qu'en aucun cas la cyclosporine n'aboutissait à de réduction de la mortalité et que la cyclosporine ne permettait en aucun cas l'accélération de la cicatrisation cutanéo-muqueuse. Donc nous avons décidé en 2017 d'arrêter de prescrire la cyclosporine dans le service. Pour nous, c'est soins de support uniquement. Nous continuons à chaque fois à nous demander si on aurait mis ou non de la cyclosporine chez ces malades en fonction du terrain, de l'âge, de l'insuffisance rénale, du profil, l'immunosuppression, du cancer associé ou non, etc. pour finalement avoir finalement assez peu de patients qu'on aurait mis sous cyclo et pas plus de mortalité que nous n'avons eu jusqu'à présent. Et la dernière chose, c'est qu'on a fait une autre étude qui a montré que l'optimisation des soins de support, rien qu'en soi, est capable de diminuer la mortalité, puisqu'il y a 25 ans dans le service, on avait une mortalité d'environ 30 à 40% et qu'elle est actuellement de 15%, tout patient confondu, c'est-à-dire si on mêle les Steven Johnson très peu graves avec les Lyell les plus graves. Et à l'échelle internationale, comme vous l'avez vu, chacun fait sa sauce et personne n'a la preuve que ça marche. Les Italiens croient beaucoup dans les anti-TNF. Les Taïwanais ont fait une étude qui est
un peu encourageantes versus corticoïdes sur la cicatrisation. En pratique, ils n'ont inclus que des malades peu graves. Ils ont exclu de l'analyse principale tous les patients décédés pour finalement dire, quand on a un Steven Johnson et qu'on les met sous anti-TNF, on gagne 2 jours de cicatrisation. Moi, je dois vous avouer que je ne suis pas très convaincue par ça. Merci, le message est très clair. Et les corticostéroïdes et les gamma-globines, c'est pareil. Vous avez une attitude plutôt abstentionniste? Ouais, donc nous, on ne met jamais de corticoïdes parce que clairement, on a des malades globalement très graves. Plus d'un patient sur 2 chez nous passe en réanimation. Et on considère que la balance bénéfice-risque, compte tenu du risque infectieux majeur de ces patients-là, ne plaide pas en faveur de l'utilisation des corticoïdes. Par contre, on se pose la question dans les Stephen Johnson, Lyell, entre guillemets, induits par les anti-PD1 notamment, puisqu'on a pu le montrer, là, je le présenterai au JDP, c'est beaucoup plus finalement des dermatoses lichénoïdes graves que des vrais Stephen Johnson, Lyell. Et donc, chez ces malades-là, très particuliers, qui ont des dermatoses lichénoïdes bulleuses graves induites par les anticancéreux, il n'est pas du tout là dérisoire, au contraire, d'envisager une corticothérapie générale à laquelle les patients peuvent répondre. Mais à mon sens, c'est le seul cadre nosologique dans lequel on peut, de manière un peu sereine, prendre cette décision. Alors j'ai choisi de vous parler naturellement du rituximab, qui est vraiment l'immense progrès thérapeutique ces dernières années, et le risque lié au Covid chez ces malades traités par rituximab. Et puis ensuite de vous parler de 3 traitements, l'un qui est encore expérimental, les CAR T-cells, l'un qui est en phase 3, l'efgartigimod, et puis la réévaluation de la corticothérapie générale à demi-dose dans la pemphigoïde bulleuse. Pascal, je pense que tu peux enlever ton masque, hein. On t'entendra mieux. Merci. Alors, vous savez que à la suite de l'étude randomisée que nous avions publiée en 2017, comparant le rituximab associé versus une corticothérapie générale standard, je dirais, dans le traitement du pemphigus, nous avons montré que l'utilisation de rituximab permettait une décroissance rapide de la corticothérapie et ça permettait de sevrer 70% des malades de corticoïdes au bout de 7 mois. C'est ce que j'ai entouré en bleu. Et ceci a conduit à l'enregistrement du rituximab dans le pemphigus à la fois par la FDA et l'EMA. Et Roche a designé 4 ans après une étude en double aveugle qui comparait cette fois le rituximab versus le Cellcept avec une décroissance rapide de la corticothérapie. Et vous voyez la courbe de rechute avec en orange le fait que le rituximab prévient la survenue de rechute, alors que dans la courbe hachée en bas, la plupart des malades sous Cellcept n'arrivent pas à décroître leur corticothérapie aussi rapidement. Alors, nous avions publié il y a 2 ans les facteurs qui sont associés à la survenue de rechute pendant la première année, et en particulier, nous avions montré que la négativation des taux d'anticorps antidesmogléine et la baisse antidesmogléine 1 et la baisse des taux d'antidesmogléine 3 étaient des facteurs majeurs. Et ceci vient d'être confirmé dans une étude rétrospective américaine du groupe DeMay Payne, qui montre exactement la même chose, c'est-à-dire que le fait d'avoir une décroissance insuffisante des taux d'anticorps après le premier cycle de rituximab est le facteur de risque majeur de survenue d'une rechute, et donc cette négativation du taux d'anticorps antidesmogléine 1 et le fait de faire baisser les taux d'anticorps antidesmogléine 3 en dessous de 130 est vraiment l'objectif thérapeutique initial. Nous avons ensuite montré que la remontée des taux d'anticorps antidesmogléine à plus long terme, au-dessus de 80, est lui un facteur prédictif de rechute à long terme. Et ceci est à l'origine d'un PHRC que nous avons obtenu cette année, qui va chercher à démontrer l'intérêt d'un traitement personnalisé qui est basé sur l'évolution de biomarqueurs, et en particulier les anticorps antidesmogléine,
permettant de détecter une activité infraclinique de la maladie et de retraiter les malades avant qu'ils ne rechutent. C'est-à-dire que ça comparera un bras dans lequel les patients seront retraités par le rituximab si initialement ils ne baissent pas suffisamment leurs anticorps, puis ensuite au cours de l'évolution s'ils remontent leurs anticorps alors même qu'ils sont en rémission, versus un bras dans lequel l'attitude sera celle qu'on l'on fait actuellement, c'est-à-dire de ne retraiter les patients que lors d'une rechute clinique. Un autre papier qui émane de notre groupe, et je vous prie de m'excuser de citer beaucoup de nos papiers, qui est un papier du GID qui s'intéresse au mécanisme des rémissions à long terme après rituximab. Il n'y a pas beaucoup de maladies dans lesquelles on arrive à guérir une maladie auto-immune chronique, comme la polyarthrite, le psoriasis, et en l'occurrence le pemphigus, après une intervention thérapeutique unique. C'est-à-dire pourquoi des gens, après avoir reçu un cycle du rituximab, il y en a qui 5 ans, 7 ans, 10 ans après ne rechutent pas. Eh bien, initialement, nous pensions que c'était une déplétion des clones B autoréactifs qui, lorsqu'on fait un reset, on met les B à 0, eh bien, la moelle ressort des B dont les clones autoréactifs sont absents. Et en fait, on a montré que ce n'était absolument pas ça. Les B autoréactifs ressortent, mais par contre, ils sont bloqués dans leur maturation, c'est-à-dire qu'il y a des B qui sont desmoglines spécifiques, mais qui ne sont pas IgG. Ils sont bloqués dans leur maturation et le switch est bloqué. Et on a montré que ce blocage du switch qui fait que les effecteurs sont là et donc vous pouvez rechuter à tout moment à la suite d'un stress, d'un vaccin, d'une infection, tout ce qu'on veut, c'est lié au fait que le switch est bloqué par l'absence de cellules T helper folliculaires, là encore desmoglines spécifiques, qui elles-mêmes sont bloquées par des T folliculaires régulateurs. C'est-à-dire qu'à partir d'un traitement qui est non spécifique d'antigène, on met tous les B à 0, l'organisme se débrouille pour monter une réponse régulatrice qui est antigène spécifique et qui va être responsable de la rémission d'une maladie auto-immune pendant des années et des années, alors même que les cellules autoréactives sont revenues. Alors, le rituximab est malheureusement un facteur de risque majeur d'attraper le Covid, et nous avons démontré ceci dans la cohorte de tous les patients ayant une maladie bulleuse auto-immune en France. Ça fait 5200 patients environ qui ont été suivis pendant la première pandémie, et nous avons montré que le taux de décès en hospitalisation des patients ayant une maladie auto-immune et attrapant le Covid est 1,6 fois plus élevé que celui de la population du même âge infectés par le Covid, mais n'ayant pas de maladie auto-immune, et surtout est 5,9 fois, pratiquement 6 fois plus élevé que le taux de décès attendu des patients du même âge ayant une maladie bulleuse auto-immune non infectée. C'est dire que le fait d'attraper le Covid chez un patient qui a une maladie auto-immune est quelque chose d'extrêmement grave. Et ces chiffres sont probablement sous-évalués dans la mesure où nous avons regardé le taux de décès par hospitalisation. Et donc, ça ne prend que partiellement en compte les décès observés chez les malades ayant une pemphigoïde bulleuse qui n'ont pas toujours été hospitalisés. Et deuxièmement, le taux d'incidence des formes sévères de Covid chez les patients traités par rituximab dans les 6 mois précédents est 5 fois plus élevé que le taux d'incidence, le taux d'incidence de l'infection Covid chez les patients n'ayant pas reçu de rituximab. Donc, les patients ayant reçu du rituximab ont 5 fois plus de risques d'être infectés par le Covid, et lorsqu'ils sont infectés, ils ont pratiquement 6 fois plus de risques de mourir que s'ils n'étaient pas infectés. Donc ceci nous a conduit à, d'une part, modifier les guidelines de traitement du pemphigus, et en particulier les traitements d'entretien, et nous avons également récemment envoyé nominativement, ou nous sommes en train de le faire, aux patients traités par le rituximab, et en particulier ceux qui n'ont pas d'immunité malgré 3 vaccinations, une conduite à tenir, soit de façon préventive, s'ils sont cas contact d'un malade Covid, ou de façon curative, s'ils ont des symptômes de Covid.
Alors, 2 papiers de très haute volée sur les CAR T-cells de l'équipe d'Aimé Payne, l'un dans Science et l'autre de JCI. Donc les CAR T-cells sont des lymphocytes T dont le récepteur est modifié de façon à reconnaître spécifiquement les lymphocytes B qui portent des immunoglobulines dirigées contre la desmogleine, qui est l'antigène du pemphigus. Donc le traitement consiste à prendre les lymphocytes T autologues, c'est-à-dire ceux du patient, qui expriment un récepteur chimérique qui est constitué de la partie extracellulaire de la desmogleine, donc qui va reconnaître les immunoglobulines anti-desmogleine qui, elles, sont fixées par les lymphocytes B, qui est fusionné avec des domaines qui vont promouvoir la survie et la prolifération de ces cellules T. Donc c'est un traitement qui est déjà utilisé dans le traitement des leucémies et des lymphomes réfractaires. Et donc dans ces 2 papiers, les auteurs ont d'une part fait des études in vitro chez la souris en montrant que ces CAR T-cells reconnaissent et tuent spécifiquement des cellules en culture de l'hybridome AK23, qui est un hybridome qui fabrique des anticorps anti-desmogleine, que dans un modèle murin, les souris qui sont injectées avec cet hybridome et donc qui vont produire des anticorps anti-desmogleine murins, la co-injection de ces CAR T-cells limite la prolifération de l'hybridome. Et puis dans des études in vitro mais humaines en montrant que ces CAR T-cells mélangés avec des lymphocytes B de patients ayant un pemphigus va diminuer la production d'anticorps de ces cellules B. Et enfin dans un modèle murin humanisé, c'est-à-dire des souris qui sont greffées avec de la peau humaine et qui sont injectées avec des hybridomes humains, donc un modèle complètement humanisé. Et donc, ces souris produisent des anticorps anti-desmogleine et font un pemphigus expérimental. L'injection de CAR T-cells dans ce modèle inhibe la production d'anticorps anti-desmogleine et va faire guérir les souris de leur pemphigus humain. Alors, autre médicament, l'efgartigimod, qui est un médicament qui est un antagoniste du récepteur néonatal au fragment FC des immunoglobulines. Ce récepteur, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas uniquement présent pendant la vie néonatale, on l'a pendant toute la vie, et c'est un récepteur qui est présent sur les cellules endothéliales du rein et qui va réabsorber les immunoglobulines lorsque le sang est filtré dans les reins en empêchant leur élimination urinaire. Et donc le blocage de ce FcRn va faire une espèce de plasmaphérèse physiologique en entraînant la fuite urinaire des immunoglobulines, dont les auto-anticorps, puisqu'ils ne sont plus réabsorbés par les cellules endothéliales du rein. Donc il y a eu, je vais vous montrer les résultats d'une étude de phase 2 dans le pemphigus auquel j'ai eu la chance de participer et de coordonner, et maintenant le médicament est testé en phase 3 dans le pemphigus, et vraisemblablement, il va être testé également dans la pemphigoïde bulleuse. Et vous voyez que l'administration de ce médicament permet d'obtenir un taux de contrôle des lésions de pemphigus chez 90% des malades après seulement 15 à 20 jours de traitement, donc ce qui est relativement court comme délai pour un pemphigus, puisque les pemphigoïdes bulleuses sont en général contrôlées en 10 à 15 jours, mais les pemphigus, il faut souvent beaucoup plus longtemps. Et donc là, le fait qu'on effondre le taux d'immunoglobulines et d'anticorps anti-desmogleine permet un contrôle rapide. Et vous voyez, 70% des malades sont en rémission clinique, c'est-à-dire complètement cicatrisés, après en moyenne 2 à 13 semaines. Avec comme corollaire, ce que vous voyez, la baisse drastique des taux d'anticorps anti-desmogleine 1 et 3 sont les courbes en vert, et l'amélioration clinique des lésions, c'est la courbe en bleu. Et pour terminer, cette étude qui a été menée par le groupe Bull et la task force de l'EADV sur les maladies bulleuses, puisque des doses moyennes de prédnisone par voie orale avaient été recommandées dans les dernières guidelines comme une alternative possible à la corticothérapie locale, en particulier dans les pays où la corticothérapie locale est difficile parce qu'il n'y a pas de lit d'hospitalisation, il n'y a pas d'infirmier, etc. Et donc, la corticothérapie générale à demi-dose avait été proposée malgré l'absence de preuves dans la littérature. Et donc, j'avais proposé de faire une étude observationnelle pour voir ce qu'il en était, parce que dans mon idée, ça marche dans les pemphigoïdes légères, mais dans les pemphigoïdes sévères, 1,5 mg/kg ne suffit pas.
Et c'est typiquement ce qu'a montré cette étude observationnelle, c'est-à-dire que dans les formes légères à modérées de pemphigoïde bulleuse, eh bien effectivement 70% des malades sont contrôlés, mais dans les pemphigoïdes bulleuses sévères, on a moins de 1 malade sur 2 qui est contrôlé par une demi-dose. La plupart des malades non contrôlés ayant d'ailleurs dû être switchés sous corticothérapie locale, ce qui prouve que la corticothérapie locale était soi-disant impossible dans ces pays, sauf que quand la corticothérapie générale ne marche pas et qu'on ne veut pas augmenter les doses, finalement, la corticothérapie locale, par miracle, devient possible à ce moment-là. Et les résultats de ce traitement nous ont amené à modifier, là encore, les guidelines européennes de façon à tenir compte des résultats de cette étude. Merci Pascal. On n'a toujours pas de questions sur le chat. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Non, pas de questions. Quand tu dis switcher de corticothérapie orale 1,5 mg kilo vers du local, vous avez rajouté ou vous avez non, vous avez arrêté? Les gens ont rajouté. Ils ont rajouté. Oui. Ils ont rajouté un chouïa de Dermoval. Et à ce moment-là, pratiquement tous les malades ont été contrôlés. Est-ce que c'est pas mal comme alternative plutôt qu'une corticothérapie locale exclusive, non? Tu as vraiment beaucoup de soucis avec des corticothérapies générales 1,5 mg kilo? Alors, globalement, le problème, comme toujours dans la pemphigoïde bulleuse, est de voir les critères d'exclusion. Là, s'agissant d'une étude, parce que la mortalité va être directement en rapport avec les critères d'exclusion. Si on exclut tous les malades qui sont en mauvais état général, très âgés, on va avoir une mortalité faible. Si on prend tous les malades, on va avoir une mortalité très élevée. Donc là, dans cette étude-là, qui était une étude observationnelle, les investigateurs, on leur demandé de commencer par 1,5 mg kilo à la condition qu'ils jugent que c'était en accord avec l'état clinique du patient. À la fois avec la sévérité de la pemphigoïde, c'est-à-dire qu'il y a eu des malades exclus parce qu'ils avaient une pemphigoïde localisée, pas suffisamment sévère, et des malades exclus parce que l'investigateur a jugé qu'ils avaient une pemphigoïde vraiment trop sévère pour être commencé comme ça. Et également, les investigateurs avaient le droit de dire non, ce malade-là, je pense que ce n'est pas raisonnable de le mettre sous corticothérapie générale pour telle et telle raison. Et donc, on s'est retrouvé globalement avec un tiers de malades exclus, qui est beaucoup mieux que dans les essais thérapeutiques où on a pratiquement 90% des malades qui sont exclus. Donc là, c'était un tiers des malades exclus. Pratiquement tous les malades exclus ont été traités par corticothérapie locale. Et donc, on a des malades, du coup, qui étaient en état général relativement correct. Et du coup, on a une mortalité et une tolérance du traitement qui est acceptable, avec une mortalité à 1 an qui est de l'ordre de 15% à peu près. J'ai une question, Pascal, dans les séries que tu as vues, toi, est-ce que tu as vu beaucoup par toi-même, enfin par le centre de référence, de réactions de toxidermie sévère ou au rituximab dans le cadre de ces pathologies-là, ou d'orage cytokinique, en fait, à l'initiation du traitement? Non, on n'a pas vu de réaction particulière au rituximab. Ce que l'on voit, c'est simplement des réactions à la perfusion qui peuvent être de temps en temps sévères, mais c'est tout. Parce que nous, on a eu deux enfants avec l'un une réaction toxidermique, en fait toxique, et une autre un orage cytokinique après les explorations chez 2 enfants avec un pemphigus dans un contexte un peu particulier. Par contre, ce que l'on voit dans les maladies bulleuses, sans que l'on sache si c'est une coïncidence ou si c'est un lien, ce sont l'émergence d'une maladie auto-immune, en particulier une pemphigoïde, ou une rechute de la pemphigoïde à distance plus ou moins proche d'une vaccination contre le Covid. Mais on sait qu'il faudrait, c'est ce qu'on est en train de faire, de comparer la fréquence de ces événements observés après vaccination contre le Covid à la fréquence attendue spontanément, puisque 40% des pemphigoïdes bulleuses rechutent finalement. Et également, moi ce que j'ai observé chez des pemphigus, c'est des remontées d'anticorps antidesmoline chez des gens qui avaient des taux bas après vaccination. Et ce qui, maintenant qu'on commence à traiter les gens sur la remontée uniquement de leur taux d'anticorps, pose un problème, en particulier de savoir si les anticorps antidesmoline vont rediminuer gentiment à mesure qu'on s'éloigne de la vaccination, ou bien si ils vont remonter et il faudrait les traiter pour éviter une rechute, parce que ça, on n'a pas encore la réponse.
Et donc, est-ce qu'il y a des études cinétiques prévues entre les anticorps antivirus et les anticorps spécifiques? Alors, le problème, c'est que, comme tu le sais, les sérologies Covid, actuellement, ne sont pas des sérologies quantitatives. Hein. Oui. Et donc, ce serait une étude qui serait avec un gros surcoût si on voulait le faire. Et puis, c'est pas de pratique courante, on ne peut pas le faire partout. Ce que l'on a décidé comme attitude au sein du centre de référence, c'est de faire un dosage des anticorps chez les patients ayant reçu du rituximab, qui sont vraiment les plus à risque, 1 mois après la 3e injection de Covid. Et chez les patients qui n'ont pas d'anticorps, malgré 3 vaccinations, ou qui ont un taux très faible d'anticorps, de leur conseiller, donc on va leur écrire à ces gens-là en disant vous n'avez pas d'anticorps, pour leur conseiller, premièrement, s'ils sont cas contact, c'est-à-dire qu'ils ont été dans un restaurant ou pendant une période prolongée avec quelqu'un qui a eu le Covid, de venir en dermatologie se faire un traitement préventif, je parlerai de MAPREV, et si évidemment ils ont des symptômes de Covid et qui sont PCR positifs, de venir rapidement aux urgences de leur hôpital pour se faire traiter. Alors la première attitude risque de nous amener un grand nombre de malades pensant avoir été cas contact, ils vont le faire la PCR, ils seront négatifs, mais vu les chiffres que j'ai montrés d'incidence et de mortalité du Covid chez les patients ayant traité par rituximab, je pense que ça se justifie. J'ai ici à Necker Olivier Lortalari, que tu connais, chef de service infectieux, conseille aussi de faire 1 mois après chez les patients rituximab uniquement, de faire le contrôle sérologique aussi. Et je me demande si ça ne serait pas intéressant d'essayer de regrouper tous ces patients, même sans maladie bulleuse auto-immune, c'est-à-dire même sans auto-immunité cutanée, avec d'autres maladies qui utilisent le rituximab pour d'autres contextes de vascularité, de tout ce que tu veux, etc., pour voir après s'il n'y a pas une sorte de spécificité liée aussi à la maladie en confrontant les cohortes de réponse de ces patients et d'immunisation après le vaccin. Il est vraisemblable que l'âge intervient aussi, je pense. Oui.